Et salut à tous, allez, pour ce marché un peu sombre du moment, on va parler arnaque, hacking. Je pense qu'il est temps d'aborder sérieusement le sujet parce qu'il y a trop de gens qui se font arnaquer. Et du coup, dans cette vidéo, je vais évoquer vraiment beaucoup de choses sur ce à quoi vous pouvez faire attention tous les jours pour pas vous faire arnaquer, pour pas vous faire avoir. Sachez que la bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'énormes arnaques liées à un problème informatique ou technique et que c'est souvent des problèmes humains. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc si vous savez faire attention au niveau des problèmes humains, vous aurez beaucoup moins de chances d'être hacké ou de vous faire piquer vos fonds. Et là, on parle vraiment de se faire piquer ses fonds, son argent, sa crypto, son wallet, ses wallets. Bref, vous pouvez éviter tout ça un maximum. Donc cette vidéo va vous permettre de vous sensibiliser à pas mal de trucs pour éviter de vous faire arnaquer. Donc je commence par le fameux hack de Bybit. Alors très honnêtement, j'ai pas creusé en profondeur parce que je m'en fous un petit peu dans le sens où de toute façon ça arrive régulièrement, ce ne sera pas la première ni la dernière plateforme. Être plateforme de crypto, c'est un métier compliqué aujourd'hui avec les hackers, les régulations, tout ça dans un nouveau monde. Et en plus, on est dans un monde qui est de plus en plus faux. Et est-ce que Bybit s'est vraiment fait pirater 1,46 milliard de dollars ou pas? Finalement, on n'en sait rien. Oui, je sais, les extrémistes, vous avez toutes les preuves que c'est un hacking. Personnellement, j'ai pas les preuves. Et au final, personne ne les a vraiment. Chacun fait ce qu'il veut avec des wallets, des numéros de wallet, et fait parler comme il veut de certains numéros et certains chiffres. Je dis pas que c'était pas un hack, mais je dis pas que c'était un hack non plus, c'est peut-être juste un coup de pub. Parce que finalement, si on se contente de lire quelques médias, on va dire, en gros, Bybit se serait fait voler 1,46 milliard de dollars en Ethereum. Comment ces fameux hackers ont fait, quelles failles ils ont utilisées, je ne sais pas exactement. Mais on parle surtout de la gestion exemplaire de Bybit sur cette attaque. Alors je ne sais pas si c'est une gestion exemplaire, mais au final ça a quand même fait très peu de bruit au niveau de la blockchain Ethereum et de l'échange Bybit, dans le sens où il n'y a pas eu de stress important suite à ça. Alors il y a Bitgate qui aurait prêté 40 000 Ethereum à Bybit pour que finalement il reste solvable. Pourquoi Bitgate a fait ça, je ne sais pas. Quels sont les partenariats qui sont ensemble ou les coups de pub qui veulent se faire, j'en sais rien non plus. Et ils sont a priori assez contents d'avoir réussi à bloquer des fonds, à blacklister des adresses et être en mesure de geler 43 millions de dollars. Je crois qu'il y a un autre 35 millions de dollars à un autre endroit. Bref, gestion exemplaire, mais on parle de 43 millions de dollars qui seraient bloqués et donc finalement peut-être récupérables sur 1,46 milliard de dollars. Ça fait peut-être un peu léger. On parle bien de 43 millions de dollars pour un hack de 1,46 milliard de dollars. Bybit a l'air plutôt cool, ils viennent de perdre quasiment 1 milliard dans l'histoire, mais ils ont l'air plutôt cool. Bref, affaire bizarre, mais tout ça c'est pas grave, le but c'est surtout de parler du fait que le hacking ça existe, les arnaques ça existe, bel et bien. On peut reprendre aussi dernièrement le cas de Tangem, où des personnes ont perdu réellement des cryptos sur leur wallet Tangem. Alors Tangem continue de se défausser et dire qu'ils ne sont pas responsables, mais moi je pense qu'il y a une part de responsabilité qui n'est pas discutée. Je rêverais qu'il y ait une vraie enquête qui soit faite sur ce qui s'est passé, parce qu'à mon avis, tout n'est pas dit là non plus. Donc je reviens après sur le cas Tangem, et en tout cas là tout de suite pour introduire la suite, ce que je peux vous recommander vivement, c'est d'acheter un petit PC portable. Mine de rien, aujourd'hui ça devient presque obligatoire. Un petit PC portable pas cher. Là vous voyez, je suis sur Cdiscount sans trop chercher, j'en vois un ici à 129,99 €. Il y a vraiment besoin de rien du tout, vous n'avez pas besoin de puissance, c'est pas pour regarder des films, c'est pas pour jouer, c'est même pas pour travailler, c'est juste pour faire quelques bricoles de manipulation sur vos wallets crypto. Mais avec un autre PC, vous pourrez le faire sur un PC qui est vierge, et pour ça, achetez vraiment un PC neuf, pas un PC restauré ou pas un PC sur le bon coin, qui pourrait être déjà vérolé. Donc achetez vraiment un PC neuf, achetez-le pas cher, et vous le laissez chez vous offline, vous le connectez pas à Internet. Sauf peut-être juste éventuellement pour l'installer s'il y a besoin. Donc là, vous voyez, 130 €, c'est quasiment même moins cher que certains wallets crypto. Et ici, un autre, 159 €. Bref, je pense que c'est un bon achat à faire pour sécuriser certaines opérations sur ce PC qui n'est pas connecté, qui n'est pas vérolé et qui n'est pas en ligne. Et qui ne subit pas toutes les erreurs que vous pouvez faire au quotidien sur votre PC d'utilisation quotidienne. Et c'est aussi suite à ce qui s'est passé avec Tangem que moi-même, j'ai vraiment perdu confiance, même dans les wallets hardware. Parce que aussi protégé soit-il, au final, ça reste une équipe de dev derrière qui peut faire des conneries, intentionnellement ou pas, et qui peut valider des mises à jour de code qui révèlent des clés privées. Même si c'est temporaire, c'est possible.
C'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur Tangem. Il y a eu une mise à jour finalement qui a remonté la clé privée et qui a remonté les clés privées jusqu'à des serveurs de Tangem, des serveurs de log de Tangem. Et ça, c'est inadmissible. Et donc c'est suite à ça que j'ai fait mes 2 wallets, puisque moi finalement les quelques cryptos les plus importantes pour moi c'est XRP, XLM, HBAR par exemple. Et donc dernièrement j'ai fait ce qu'on appelle finalement des paper wallets, mais il n'existe pas de paper wallet où on peut voir le code source. Donc là il est derrière cette page, je vous explique tout dans mes vidéos, je vous remets la dernière ici. Et généralement on les utilise sur un site web, ce qui est un non-sens. Alors que là, vous pourrez les utiliser complètement offline, justement sur un PC comme ça que vous achetez, par exemple, où vous voulez, mais sur Cdiscount ou autre. Donc du coup, j'en profite pour vous faire une mise à jour de ce qui a été fait dernièrement sur ce wallet. J'ai amélioré quelques trucs. Globalement, il n'y aura pas beaucoup de mises à jour, hein. Là c'était une des dernières que j'avais à faire. Et j'ai commencé à m'atteler au wallet HBAR. Mais pour tout dire vraiment, il y a une sérieuse différence entre XRP et les autres, comme XLM, HBAR. XRP, c'était vraiment un bonheur et une facilité à coder, à créer ce wallet. XLM, c'était déjà un cran plus tricky, compliqué ou mal foutu peut-être, alors que XRP, c'est vraiment fluide, c'est vraiment bien fait. Et j'ai découvert ça en codant un peu sur la blockchain finalement. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est vraiment très pratique à utiliser et très simple. HBAR, c'est encore autre chose. C'est très compliqué, il n'y a même pas les librairies qui vont bien pour les browsers, pour les navigateurs. Donc je ne suis pas au bout de mes peines côté HBAR. Mais bon, déjà vous avez XRP, XLM qui existe, qui est totalement sécurisé. Et il y a 2 points de sécurité importants, comme j'ai déjà dit. La première, c'est que le code est visible, vous pouvez le vérifier ou le faire vérifier. Il est juste derrière cette page, pour quelqu'un qui connaît, c'est extrêmement simple à vérifier. Et donc, depuis ma dernière vidéo, j'ai même créé un projet NPM, donc que voici, et qui explique tout le fonctionnement de ce wallet, donc aujourd'hui où il y a XRP, XLM, comment ça marche, comment vous pouvez le recompiler vous-même, comment vous pouvez voir le code qui est utilisé derrière, et même le régénérer vous-même pour être sûr que les fichiers que vous utilisez sont clean. Tout est là, si vous souhaitez, il n'y a plus qu'à. Et ça va me permettre aussi de garder le wallet à jour et vous pourrez toujours le regarder d'ici. En tout cas, si le niveau code vous intéresse pas plus, en description de chaque vidéo où je parle du wallet, dont celle-ci, vous aurez le lien vers les 4 fichiers téléchargeables que je vous ai déjà présentés dans les vidéos précédentes. Donc vous aurez 4 fichiers HTML que vous pourrez utiliser pour 2 d'entre eux sur votre PC offline, ce qui vous permettra d'être 100% sécurisé. Vous aurez enfin un wallet paper, XRP ou XLM, 100% sécurisé tant que vous faites certaines choses offline. Donc, petites améliorations qui ont été faites. Ici, donc, je suis sur XRPL, donc le XRP. Je peux générer un wallet, donc comme d'habitude 12 ou 24 mots, et j'ai aussi mis, donc au choix c'est autant de mots que vous voulez, vous pouvez mettre 17, 15, 12 comme vous voulez, mais 12 mots ou 24 mots, vous voyez, si je fais générer, voilà, il vous génère un wallet avec la clé privée, publique, etc. Il va vous générer un wallet qui sera compatible avec des ledgers, des descent qui prennent 12 mots par exemple, ou des wallets compatibles 24 mots. Si maintenant vous en foutez de la compatibilité puisque vous voulez utiliser principalement ce wallet-là, et en sachant que vous allez obtenir 4 fichiers HTML après qui sont autonomes, vous pouvez les garder, c'est à vous. C'est-à-dire que moi je peux me barrer, le code peut se barrer, il n'y a plus rien qui existe, vous avez ces 4 fichiers et ils marcheront toujours. Donc du coup ce qui a été amélioré c'est que vous pouvez maintenant sur le XRP générer un wallet numérique. Donc c'est le fameux wallet qu'on retrouve notamment sur Xamarin qui permet de créer un wallet en générant ça avec une suite numérique. Donc c'est une suite de 8 fois 6 chiffres et donc c'est représenté comme ça, 6 chiffres, un espace, 6 chiffres, un espace, etc. 8 fois. Et ça vous donne un wallet XRP. Et évidemment, vous pouvez aussi, si vous avez par exemple sur Xamarin un wallet déjà avec des chiffres, vous pouvez le récupérer dans ce wallet-là. Par exemple, si je fais récupérer avec une seed phrase et que je mets la 8 séries de 6 chiffres ici, séparés par un espace, je fais OK, et là je récupère le wallet. Donc vous pouvez aussi bien en créer un nouveau que récupérer un Xamarin ici, pour, après vous pouvez télécharger votre wallet ici dans un fichier. Exactement comme j'explique dans les tutos correspondants. Et maintenant pour vous montrer aussi d'autres améliorations, donc je vais enregistrer sans mot de passe ici, je vais enregistrer ce fichier. Et puis je vais en générer un autre, par exemple avec 17 mots. Générer, voilà, j'ai 17 mots. Et je télécharge ce wallet aussi. Donc, qu'est-ce qui a changé? Ici, donc, on va récupérer une des 2 adresses.
Ici, on va se mettre en testnet XRP, donc je vérifie. Je vais faire super rapide, donc ici il nous dit que ça n'existe pas comme compte, du coup j'ajoute des fonds dessus. Voilà, on a des fonds, et maintenant on va envoyer des fonds. On va envoyer par exemple 50 XRP à l'adresse l'autre qu'on a créée. Et là on fait préparer la transaction et on la télécharge dans un fichier. Et là en fait, automatiquement, maintenant le nom du fichier est construit de telle manière à ce que l'autre partie du système puisse reconnaître ce qui se passe. Par exemple, ici j'arrive, imaginons que je suis en XLM et j'avais pas fait attention. Ici donc je vais chercher déjà le fichier. Donc ici je vais charger le fichier assigné et quand je vais récupérer ici dans la liste de fichiers, en fait j'en vois plus qu'un et qui est le bon, sur lequel aussi est écrit finalement la tronche de ma transaction. Par exemple que je veux envoyer 50 XRP. Donc là je peux plus me tromper dans les différents fichiers que j'ai créés. Ensuite ici je vais donc signer la transaction donc avec mon fichier wallet que je sélectionne. Et voilà, c'est signé. Et ça, je vais le télécharger dans un fichier, au même endroit. Et ensuite, dernière étape, donc je vais envoyer ma transaction sur la blockchain. Et vous voyez, donc là, il est passé, en étant XLM, il est passé automatiquement en XRPL, parce qu'il a reconnu que c'était un fichier XRPL. Je vous remontre ici. Donc je suis en XLM et sur le mainnet. Et ici, maintenant, je vais charger la transaction. Donc là aussi, maintenant, savoir si c'est la transaction signée ou assignée, vous ne pouvez plus vous tromper. Je l'ouvre. Et hop, et là vous voyez qu'il m'a changé sur le réseau XRP en testnet, parce qu'il sait. Et là il ne reste plus qu'à envoyer. Et voilà, ça a marché. Donc voilà pour les améliorations du wallet. Donc globalement, ces améliorations de fichiers pour plus se tromper et que ça change automatiquement les réseaux et la blockchain. Et on s'assure d'avoir une compatibilité sur les 12 ou 24 mots et le wallet maintenant numérique à la génération ou à la récupération. Dernier point, si par exemple vous voulez vous faire un wallet spécial, alors il ne sera pas compatible avec les autres, puisque ce ne sera pas 12 ou 24 mots, mais par exemple vous pouvez vous créer un wallet en faisant ici récupérer avec une seed phrase, et ici vous pouvez mettre par exemple ce wallet, tu me le hackeras pas, espèce de raclure. Vous avez juste à retenir cette phrase, vous faites OK, et voilà, vous avez un wallet avec cette phrase. Et votre adresse sur laquelle vous pouvez envoyer des XRP, c'est celle-là. Donc c'est un wallet qui a toute son existence, il existe pleinement. Et votre seed phrase, finalement, c'est ça. Ça peut être un truc fun à faire si vous le souhaitez. Par contre, vous pourrez seulement l'utiliser via cette interface puisque personne n'acceptera une seed phrase comme ça. Ou alors, vous pouvez utiliser votre clé privée pour les wallets qui acceptent une clé privée directement. Donc voilà pour ça et pour les améliorations. Alors maintenant, niveau arnaque, pas mal de choses à dire. Donc le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est faites attention aujourd'hui, partout, il y a des arnaques partout. Il y a des arnaques sur les sites d'annonces, Le Bon Coin par exemple. Il y a des arnaques par appel téléphonique, par SMS, sur Telegram, par email, des faux sites pour récupérer vos mots de passe, des faux comptes Facebook, des fausses annonces Facebook, des faux profils, des commentaires YouTube. Alors j'ai pas tout compris dans les arnaques parfois. Mais on a maintenant même des commentaires YouTube où des gens mettent des wallets avec leur seed phrase. J'ai pas encore bien compris ce que peut être l'arnaque, mis à part que vous pouvez être tenté de rentrer la seed phrase pour voir s'ils ont des fonds dessus. Ne rêvez pas, il n'y en aura pas. Et que peut-être un jour vous vous mettiez à oublier que vous aviez créé ce wallet-là avec ces mots-clés et que vous vous mettiez par inadvertance à envoyer des fonds dessus. Dans ce cas-là, vous allez vous les faire sucer. Et à mon avis, c'est ça l'arnaque derrière. Bref. Il y a même maintenant des annonces de job, il y a même Pôle emploi qui est visé pour vous faire croire que c'est des faux employeurs pour les offres d'emploi, des faux CV, etc. Il y a tout qui y passe. Si vous cherchez une location par exemple, ou que vous êtes propriétaire et que vous louez vos apparts, vous allez avoir des arnaques au loyer, des arnaques à la caution, des fausses annonces de vente, des fausses annonces de job. Bref, soyez hyper vigilants maintenant, tout le temps. Alors il existe par exemple ce genre de site frscamdoc.com dans lequel vous allez ici mettre un email ou un site internet et il va vous dire si c'est un scam, donc une arnaque ou pas. Ça peut être intéressant parce que si vous mettez ici et qu'il vous dit que c'est une arnaque, vous savez, mais si vous dit que c'est pas une arnaque, c'est potentiellement une arnaque aussi. Donc finalement, ce genre de site, faites-y attention, ça dit pas tout. Du coup, je vais vous montrer plutôt comment être vigilant par vous-même et ça prend pas énormément de temps. En fait, quand vous le faites au quotidien et que vous le savez, c'est même très rapide. Donc j'y viens tout de suite. Alors, première arnaque assez commune, l'arnaque à l'email, où vous recevez le meilleur Google Drive pour votre travail, offre limitée. Donc là, bon déjà c'est assez mal foutu, il y a un forward ici qui a rien à faire là, mais en gros, ce que vous vous dites c'est Google Drive, ok, c'est safe. Première chose à regarder, qui envoie ? Ici, on voit que l'adresse qui vous envoie cet email, c'est ça.
Et ça, on voit que c'est une adresse bidon, donc alerte. Si vous voyez ça, vous supprimez. Deuxième point sur lequel vous devez faire attention, par exemple, c'est que ici, alors rassurez-vous, vous n'avez aucun risque à cliquer sur le lien. Le seul risque, c'est que derrière, ils aient fait un faux site qui vous fait croire que c'est Google Drive et vous mettez vos identifiants et là, c'est foutu. Mais pour ça, vous avez un moyen très facile de vérifier. Donc, premièrement, qui envoie. Et vous pouvez toujours savoir qui envoie. Si par exemple, ici, c'est pas une adresse email, vous pouvez chercher dans la source de l'email qui envoie. Donc ici, typiquement, adresse générée, on n'est pas du tout sur un google.com. C'est un gmail.com, n'oubliez pas que gmail.com, c'est l'adresse email que tout le monde peut avoir. Et ce qu'il y a avant ici, on voit que c'est complètement généré, donc warning. Et ensuite, sur ce que vous allez cliquer, donc ici, c'est un bouton qui dit augmenter mon stockage. Et vous voyez, quand je vais dessus, en bas à gauche de l'écran, on voit le lien qui correspond, le vrai lien qu'il y a derrière. Et ici, c'est un certain nombre de lettres générées, .actifdemande.com. Je peux pas vous le montrer avec la souris, sinon il disparaît, mais il est en bas à gauche. Donc typiquement, rien à voir avec google.com ni Google Drive, donc arnaque. Autre truc qui peut arriver aussi, ça c'est moi qui l'ai fait pour vous montrer. Ici, je vous ai mis donc une adresse https://www.stockage.google.com. On peut croire ici que c'est une vraie adresse, donc on clique sans se méfier, mais pareil, en fait vous mettez le curseur dessus, vous regardez en bas à gauche, et là vous voyez que j'ai mis je vais te hacker.com. Donc typiquement, ne cliquez pas là-dessus. Si vous cliquez, c'est pas grave, ne transpirez pas, vous fermez juste la page qui s'ouvre et c'est fini. Donc ça déjà, premier truc dans les emails que vous recevez, faites attention à ça et vérifiez ça. Vous voyez, c'est hyper simple. Ici, je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon, je mets mon curseur sur le lien, ça ne correspond pas, ou le site me semble louche, je dégage. Je vire cet email, je le mets en spam et on n'en parle plus. Pareil sur un bouton ici. Ensuite, mini cours rapide sur les URL ou les emails ou ce qu'on appelle les noms de domaine. Donc, qu'est-ce que c'est un nom de domaine? Un nom de domaine, c'est par exemple microsoft.com. C'est la fin d'une URL. Une URL, c'est tout ça. C'est composé de ce qu'on appelle le protocole. Ici, c'est le protocole HTTPS pour Secure. Ça veut dire que votre transaction sera normalement sécurisée. Ensuite, vous avez un séparateur. Ensuite, vous avez le préfixe donc, du site internet, du site web. Et ensuite, ce qu'on appelle le nom de domaine, microsoft.com. Donc ici, quand on a n'importe quoi suivi de microsoft.com, c'est qu'on est sur un site à microsoft.com, c'est légitime. Par contre, si on a microsoft.n'importequoi.com, là, on vient de changer de domaine puisque le domaine c'est n'importequoi.com. Donc on n'est plus chez Microsoft. Ça change tout. Par exemple, ici, stockage.microsoft.com, ça c'est bon. Parce que on termine sur microsoft.com qui est le domaine et on sait que ce domaine existe. Stockage.us.microsoft.com, pareil, c'est bon. Pourquoi? Parce que le dernier, donc microsoft.com, la dernière partie, ce qu'on appelle le nom de domaine, le nom de domaine c'est toujours formé de la seule dernière partie avec quelque chose, point, l'extension. Et là en l'occurrence, cette dernière partie, elle est OK. Maintenant par exemple, stockage.microsoft.us.com, ça a l'air à peu près pareil, mais ça ne l'est pas puisque maintenant le nom de domaine c'est plus microsoft.com comme là, le nom de domaine, c'est us.com. Et là, on n'est plus chez Microsoft. Donc là, pas bon. Autre exemple, par exemple, www.microsoft.antihack.com, on peut se dire, ouais, c'est super cool. Mais non, puisque le nom de domaine, c'est antihack.com. Rien à voir avec Microsoft. Et là, ça peut être un site de hacker. Par contre, www.antihack.microsoft.com, là, on est bon. En fait, des hackers ne peuvent pas hacker le nom de domaine comme ça, microsoft.com. Donc, ils sont obligés, s'ils veulent faire une arnaque, d'interposer quelque chose, mais ça va plus ressembler à microsoft.com à la fin. Par exemple ici, un autre, outlook.email.com, pas bon. Enfin en tout cas, warning. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur outlook.com, on est sur outlook.email.com. Et donc le nom de domaine c'est email.com et c'est pas Outlook. Ici, Outlook a rien à voir. Donc pour conclure, toujours vérifier que le site sur lequel vous allez termine par un nom de domaine qui vous semble cohérent avec ce que vous faites. Et c'est pareil avec les emails. Donc les emails, tout ce qui est avant le arrobase, ça peut être n'importe quoi. Mais comme on l'a vu juste précédemment, si c'est un truc généré, même si c'est @gmail.com, ça tient pas la route. Donc vérifiez un peu ce qui est avant. Par contre, ce qui va être surtout pertinent, c'est ce qu'il y a après. Et là, c'est les mêmes règles. N'importe quoi.microsoft.com, c'est OK. Microsoft.micro.com, c'est pas OK, puisque du coup, le nom de domaine, ça devient micro.com. Ici, micro.soft.com, vous commencez à comprendre, le nom de domaine, c'est soft.com. Ici, microsoft.com, hop, il manque un T, donc attention. Ici, microsoft.com, il y a un E en trop, donc c'est plus le domaine de Microsoft. Microsoft.com.org, attention, dans ce genre de cas, le domaine c'est com.org, c'est plus Microsoft. Donc toujours vérifier les deux derniers qui sont autour du dernier point et de vous assurer que c'est là où vous êtes censé aller.
Dernier point d'attention, donc ici par exemple google.com, ça va être ok, on connaît très bien Google et son nom de domaine, mais par exemple googleici.com, on peut croire que j'ai mis le L en majuscule, mais en fait c'est un I majuscule, donc ici on n'est plus bon, c'est googie.com. Ici j'ai mis un O majuscule, donc les majuscules et les minuscules dans les noms de domaine c'est pareil, donc en fait ça va être bon. On est sur le même que celui-là, j'ai juste mis un O majuscule. Mais ici par exemple j'ai mis un 0, donc ici c'est Google mais avec un 0, là on n'est pas bon. Le nom de domaine, c'est Google avec un 0, ce qui n'est plus google.com. Donc voilà pour les URL et les emails. Si vous faites bien attention à ça, vous devriez avoir beaucoup moins de soucis. Ensuite, petite sensibilisation sur les emails, pièces jointes, PDF, images que vous pouvez gérer, avoir à échanger avec des gens, que ce soit par exemple sur le Bon Coin ou n'importe où, Telegram. Dès qu'en fait vous amenez un fichier qui ne vous appartient pas sur votre ordinateur, alors première astuce, préférez d'abord l'ouvrir sur votre mobile, puisqu'il y a beaucoup moins d'arnaques et de systèmes de fichiers, de systèmes de tricherie, on va dire, sur fichiers qui sont possibles sur mobile. Donc commencez par l'ouvrir sur mobile et si c'est bon, déjà vous avez moins de chances de vous faire arnaquer. Si par exemple vous êtes un propriétaire et vous êtes en train de rechercher un locataire qui vous envoie ses papiers, carte d'identité, etc. Donc premièrement, si vous êtes locataire, assurez-vous bien qu'en face vous avez un vrai propriétaire et pas quelqu'un qui va prendre votre identité ensuite pour vous faire chanter. Et vous, si vous êtes propriétaire et que quelqu'un vous envoie des fichiers, que ce soit des PDF ou des images, des preuves des justificatifs de domicile, d'identité, etc., vous allez devoir faire attention à certains trucs. Pourquoi ? Parce que dans tout fichier, on peut cacher un .exe, donc un exécutable, et quand vous allez double-cliquer dessus sur votre ordinateur, vous allez installer un logiciel malveillant sur votre ordinateur qui va pouvoir ensuite faire n'importe quoi, jusqu'à voir votre écran, voir ce que vous faites en direct, sniffer votre clavier, accéder à tout votre ordinateur, fichiers, supprimer, etc. C'est assez simple de faire attention à ça, mais je vais vous expliquer 2-3 trucs très pratiques. Donc, premièrement, généralement, un PC est de base installé sans qu'on voit les extensions. Première grosse erreur, donc ici, par exemple, je vous montre. Ici, c'est moi qui ai fait ces fichiers-là pour vous montrer. J'ai fait donc un fichier exécutable, c'est-à-dire potentiellement un programme malveillant. Là, si je double-clique dessus, ça va exécuter quelque chose sur ma machine qui peut s'installer et après terminer. Là, si moi je vous envoie ce fichier terminé, je peux accéder complètement à votre ordinateur. Évidemment, je ne ferai pas ça dans tous les cas, mais ça vous permet de savoir que ça existe. Donc, première chose à faire, vous allez dans Afficher, afficher ici, extension de nom de fichier. Pourquoi ? Parce que ça va vous révéler des choses. Afficher l'extension des noms de fichiers, ça va vous permettre de voir ce que c'est vraiment. Et ici, on voit que, avant que je le fasse, je l'enlève, j'avais ici tout ce qui semble être un fichier JPEG, donc une image. Sauf que, premier truc un peu louche, c'est que ici j'ai marqué application au lieu de fichier JPEG. Ici on voit bien que c'est un fichier JPEG, donc rien à craindre. Mais ici vous pouvez être tenté parce qu'on ne voit pas finalement que c'est pas un fichier image. Alors moi je vais vous ouvrir une image derrière, comme ça vous ne saurez même pas que vous êtes fait hacker. Mais c'est pas bon et votre ordinateur sera compromis. Donc première chose à faire, vous affichez les extensions. Et là, vous verrez que déjà, hop, celui-là, pas bon, je jette à la poubelle. Ok, deuxième truc important, ici, vous voyez ce fichier-là, on voit que c'est un raccourci. Un raccourci vers quoi ? Vers quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, vous pouvez être tenté aussi là, si vous n'avez pas vu la petite flèche ou le raccourci, vous ouvrez ça. Effectivement, test2.jpg, même en extension affichée, on voit que c'est clean. On a l'impression que c'est une image. Deuxième point important, vous allez faire afficher les éléments masqués. Et là, oh, incroyable, on voit deux nouveaux fichiers qui apparaissent. Et en fait, ça, c'est un raccourci qui va lancer ça. Donc si vous affichez les fichiers cachés, tout le temps, c'est ce que je fais moi. Moi, je suis toujours configuré comme ça. Ici, je vois tout simplement que ça, c'est un raccourci. Et là, on veut me la faire à l'envers. Donc, je ne fais pas. Voilà. Déjà, ces deux options, il faut toujours les avoir activées. C'est hyper important. Et quand vous recevez un fichier de quelqu'un, vous regardez bien l'extension. Ça doit toujours se terminer par .jpg, .png, donc une image, ou .pdf pour un PDF. Et ici, vous vérifiez que le type, c'est pas une application, ni un raccourci généralement. Il faut vraiment que ce soit un fichier JPEG, un fichier PNG ou un PDF. C'est hyper important parce que sinon vous êtes cuit. Là, en ce moment, il y a tellement d'arnaqueurs. Alors, petit truc rassurant, les arnaqueurs, ils sont vraiment pas fut. C'est une bande... C'est pour la plupart des Africains, d'ailleurs, qui font complètement honte à leur peuple. Des Africains sans scrupules qui n'ont pas de cerveau, qui essayent d'arnaquer tout le monde. Et qui, malheureusement, y arrivent pas mal. Donc, faites attention à ça. Et dernier petit truc auquel vous pouvez faire attention, alors ne me demandez pas pourquoi ça existe, mais ça existe. Ici, par exemple, je vais pouvoir, donc je vais enlever ça. Et ici, il y a ce qui s'appelle des caractères d'inversion de ce qu'il y a après mon curseur. Et donc, par exemple, ici, si je mets GPJ, puisque je m'attends à ce que tout s'inverse ici, à partir de là. Et ici, je vais faire bouton droit, afficher les caractères Unicode, et bouton droit, insérer, et là, je vais faire RLO.
Et ici, je valide. Et donc maintenant, on voit que mon fichier il est devenu test2exe.jpg. En fait, toute la fin a été inversée. Donc visuellement, tout est clean et on a l'impression que c'est un fichier JPG. Mais en fait, pas du tout. C'est une application. Et c'est juste que la fin est visuellement inversée. C'est un peu inadmissible qu'on puisse mettre ce genre de caractère dans des noms de fichiers, mais voilà, c'est le cas. Donc, tout fichier qui se termine par exe.jpg ou il y a une autre extension, c'est scr ou rsc.jpg, qui fait office d'exécutable aussi, et bien vous supprimez ça tout de suite. En fait, vous le téléchargez même pas. Si vous voyez un fichier qui se termine par rcs.jpg ou .png ou autre, ou .pdf, ou exe.jpg ou .pdf ou autre, vous téléchargez même pas et vous supprimez. Surtout, vous ne l'ouvrez pas. Donc voilà quelques petites astuces pour les fichiers que vous recevez. Et comme je vous ai dit, n'oubliez pas, si vous avez le moindre doute, lancez-les d'abord sur votre mobile. Ça s'exécutera pas, ça marchera pas. Et vous saurez que c'est une arnaque. Deuxième truc, vérifiez ici que le type, c'est bien ce que vous voulez faire. Si c'est un PDF, ça va être marqué PDF. Si c'est une image, ça va être marqué fichier ICO, fichier JPG, etc. Donc le point positif de tout ça et de toutes ces arnaques, c'est que vraiment ils cherchent l'erreur humaine. Ça veut dire que informatiquement et techniquement, c'est quand même bien protégé. Et là par exemple, je vous montre une arnaque que j'ai reçue dernièrement. Donc ici, je reçois un email qui dit votre compte financier a été ajouté, compte EVA 999, mot de passe SY machin. Il y a USDT, donc en USDT il y a 2 490 000, ouh, trop bien. Et en euros 592 000. Donc déjà, la conversion, ils n'ont même pas fait l'effort de la faire correcte. Bref, donc je peux aller à ce site, me connecter avec ces identifiants. Donc là, je reçois ça. Moi, j'aime bien m'amuser. Je me dis, mais où est l'arnaque là-dessus? Donc je vais voir. Je me connecte sur le site. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de risque. J'ai fait ça sur mon mobile. Il n'y a aucun risque. Donc je vais sur le site en question. Et là, c'est un site de crypto plutôt bien foutu à première vue. En bas, ici, je vais cliquer sur moi. Moi, évidemment, c'est EVA 999. Je suis VIP 5. Et j'ai bien 2 488 000 USDT. Super, cool. Donc évidemment, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on fait? On veut retirer. Donc ici, vous avez transfert, je ne suis pas allé là. Et ici, je suis allé dans retrait. Retrait USDT, ok, 2 488 000, très bien. Là, il me demande adresse du portefeuille, ça doit être en TRC20 sur le réseau Tron. Et le montant que je veux retirer. Donc, je rentre tout ça. Évidemment, cette adresse, elle est bidon. Vous doutez bien que j'ai pas mis mon adresse. Et là, il me met un petit prompt où il me demande clé. Et là, ils n'ont même pas fait l'effort de demander ce que c'est que la clé, de savoir ce qu'ils veulent exactement. Mais je pense que certaines personnes, un peu crédules, mettraient ici leur site phrase, leur mnémonique. Et puis une fois qu'ils soumettent, les gars, ils ont leur mnémonique et ils siphonnent le compte. Donc, ne faites pas ça. Vous voyez, le seul risque qu'il y a, finalement, il est humain. Allez, dernier point pour terminer. Maintenant, je vais parler spécifiquement de crypto, de vos wallets, les bonnes façons de faire, les mnémoniques, comment vous pouvez les sauvegarder et comment vous pouvez les utiliser. Donc, premièrement, si vous avez qu'un seul PC online et que vous avez fait attention à rien auparavant, faites comme si votre PC est hacké et que quelqu'un peut voir votre écran ou que votre clavier se fait sniffer sur votre ordi comme sur votre téléphone. Qu'est-ce que c'est un sniffer de clavier? C'est que si par exemple je tape AZERTY comme ça, ça va envoyer les lettres que j'ai tapées à un hacker qui va savoir que j'ai tapé AZERTY. Donc il en a rien à faire pour ce que je tape tous les jours comme ça qui l'intéresse pas. Par contre, il va pouvoir détecter si c'est une suite mnémonique de sites phrases de crypto et dans ce cas-là la récupérer par exemple et la siphonner. Donc si vous considérez que n'importe qui peut voir votre écran ou que votre clavier est sniffé ou qu'il a accès à vos fichiers et que donc vous ne devez pas conserver vos clés privées, vos mnémoniques dans un fichier, voilà quelques astuces que vous pouvez faire. Donc, par exemple ici, imaginons que j'ai ces mots-clés donnés par une application, par exemple MetaMask. J'y reviens juste après aussi. Donc MetaMask me donne ces 12 mots-clés pour ouvrir mon compte. La seule chose que j'ai à faire ici, c'est de les noter sur papier. C'est la meilleure façon d'être protégé sur papier, puisque ça n'apparaît pas sur l'informatique. Vous notez sur papier, vous passez à la suite et on n'en parle plus. Alors maintenant une petite astuce peut-être si vous avez envie, c'est juste pour vous montrer quelques astuces mais après vous faites ce que vous voulez. Quand vous l'écrivez sur papier, effectivement sur papier finalement si quelqu'un tombe sur le papier c'est cuit. Donc ce que vous pouvez faire par exemple, imaginez vous avez un mot qui vous est propre, un mot particulier à vous qui vous est cher, j'en sais rien en anglais. C'est mieux dans le cas d'une mnémonique en anglais. Et ce mot vous avez bien vérifié qu'il n'y ait pas dans votre site phrase de base. Et par exemple, je vais mettre n'importe quoi, un glace, un verre, voilà, je mets là. Et glace, je le mets n'importe où. Je peux le mettre là. Je peux le mettre là, je le mets n'importe où. Et maintenant, je stocke ça sur un papier. Du coup, là, maintenant, il n'y a que moi qui sais qu'il y a ce mot-là qui doit être enlevé.
Quelqu'un qui va tomber dessus, il va devoir tester énormément de combinaisons différentes pour savoir quel est le mot qui a été rajouté, s'il y en a un qui a été rajouté. Et là, du coup, sur votre papier, on va voir qu'il y a 13 mots, donc on peut se douter effectivement par rapport au standard de 12 que vous en avez rajouté un, mais comment savoir lequel? Ça peut être une technique. Après, grâce à mon wallet en particulier, celui que je vous ai montré au début, vous pouvez tout à fait générer par exemple 11 mots ou 23 mots et rajouter le vôtre. Du coup, vous aurez à la fin 12 mots ou 24 mots que vous pourrez noter sur un bout de papier. Et là, bon courage à celui qui veut essayer de récupérer votre wallet. Alors que vous saurez tout à fait sans problème que votre wallet, en fait, il est composé de 11 ou 23 mots et vous en avez rajouté un. C'est un exemple. Si ça vous plaît pas et que vous souhaitez garder 12 et en inscrire 12 sur papier pour être tranquille, vous pouvez dire par exemple, imaginons vous avez deux chiffres fétiches entre 1 et 12. Alors évitez la date de naissance évidemment, mais vous avez deux chiffres fétiches, j'en sais rien, moi disons le 4 et le 7. Et en fait, sur papier, vous allez inverser le 4 et le 7. Par exemple ici, donc ça c'est le 4. 5, 6, 7. Donc ici, celui-là devient le 7. En fait, j'inverse 4 et 7. Et voilà. Et j'écris ça sur mon papier. Et là, vous avez juste, de toute façon, c'est des chiffres fétiches pour vous, personnellement, ça veut dire quelque chose, donc vous les oublierez jamais. Et vous savez que vous avez inscrit ça sur papier. Celui qui tombe sur le papier, il ne saura jamais décoder votre wallet. Il n'y a que vous qui saurez que vous avez inversé le 4 et le 7. Bref, il y a plein d'idées à avoir, régalez-vous, faites ce que vous voulez. Ensuite, maintenant, imaginons que vous avez ça sur papier et vous voulez recover finalement votre wallet. Alors ça peut être une application qui vous demande votre mnémonique comme ça, tel que c'est écrit. Donc là, l'application vous demande, et là vous entrez. Donc vous faites main, across, Turkey. Là, vous savez que le 4 et le 7 ont été inversés. Donc tac, 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 etc. Et donc vous retapez ça, vous faites valider sur l'application et vous êtes bon. Sauf que non, vous n'êtes pas forcément bon. Si quelqu'un sniffe votre clavier, il va voir que ce genre de truc que vous avez tapé, ça ressemble à une seed, donc il va la tester. Comme je vous ai dit, achetez un PC sur lequel vous faites un max de manip offline sur un PC clean, ou alors faites attention et faites comme si vous avez déjà un PC qui est compromis. C'est la meilleure façon de faire les choses au mieux. Donc là, si vous avez un PC compromis, vous pouvez tout simplement faire, par exemple, vous tapez main. Ensuite, par exemple, vous tapez celui-là. Vous n'hésitez pas à faire des erreurs. Après, par exemple, vous tapez celui-là. Après, vous tapez celui-là. Et puis là, vous faites ça. Et vous continuez à taper. Et comme ça, là, au niveau du sniffer de clavier, on met le doute. Et à la fin, c'est le bordel aussi pour celui qui a sniffé votre clavier, par exemple. Ensuite, vous pouvez avoir, comme sur MetaMask, des emplacements. Alors, je vais les faire rapidement. Donc si vous avez des petites cases finalement dans lesquelles vous les mettez, là vous allez taper dans le désordre. Comme ça, s'il y a un sniffer de clavier, il ne pourra pas reconstituer les mots-clés dans le bon ordre. Etc. Et ici d'ailleurs c'est là. Maintenant, si votre PC est compromis au point que la personne voit l'écran, là vous êtes cuit. C'est pour ça que je reviens encore sur un petit ordinateur offline sur lequel vous faites des manips. Et comme ça, il n'y a aucune possibilité qu'il remonte un sniffer de clavier ou même surtout qu'il puisse voir en live votre écran. Très important. Où est-ce qu'on stocke donc une mnémonique? Sur papier, à un endroit qui vous convient chez vous. Enterré dans le jardin quelque part, ça peut être aussi, je vous en ai parlé, sur les cartes en acier que vous frappez. Dans ce cas-là, ce ne sera jamais détérioré, même pas par le feu, considérez ça. Si vous l'enterrez dans le jardin avec un trick sur vos mots pour que même si quelqu'un la trouve, il ne peut pas, à moins d'avoir le trick qui va avec, il ne pourra pas retrouver le wallet. Et je sais que c'est toujours rassurant d'avoir la clé finalement stockée en ligne. Et là aussi, il existe des solutions ingénieuses pour être peinard. Et je vous laisse trouver vos solutions ingénieuses. Et enfin, pour finir, donc certains m'avaient posé 2 questions à propos de Tangem et MetaMask. Donc Tangem, c'est vrai que j'ai perdu confiance. Pour moi, ils ont fait une erreur assez inadmissible. Et je pense, mais c'est que mon avis, qu'ils disent pas tout et qu'ils cachent des choses. Du coup, si vous voulez utiliser Tangem, qui reste un bon wallet malgré tout, utilisez-le sans la seed phrase. Ne générez pas de seed phrase parce qu'elle est générée au niveau applicatif, c'est-à-dire l'application du téléphone qui est connectée à Internet, qui est attachée au log et à toutes les erreurs qu'ils peuvent faire, et donc qui peut être compromise. Au lieu de ça, faites juste générer les clés privées par les cartes elles-mêmes. Dans ce cas-là, vous pourrez effectivement jamais le récupérer ailleurs que sur les cartes Tangem.
mais vous avez 3 cartes Tangem. Donc c'est sûr que pour perdre les 3 cartes, c'est un peu compliqué, mais bon, ça peut arriver, on sait jamais, hein, selon où vous les stockez, hein, ne serait-ce que vous les stockez les 3 chez vous. Votre chez vous crame, bah, il n'y a plus rien, et comme vous n'avez pas de mnémonique, bah, vous l'avez dans l'os. Donc c'est vrai que moi, j'aime pas trop ce système, mais chez Tangem, en tout cas, c'est la seule manière d'être 100%, on va dire, sécurisé, tant qu'ils mettent pas un code dans la carte qui sort la clé privée. Donc voilà pour Tangem, et pour tous les wallets hardware en général, je vous donne un tips. Donc ça peut être pour Tangem, Ledger, Descent, etc. Quand il y a une mise à jour hardware, c'est-à-dire que la Descent est mise à jour ou la Tangem est mise à jour, l'appareil lui-même, pas l'application mobile, l'appareil lui-même, quand vous voyez une mise à jour disponible, attendez 3 à 6 mois avant de la faire. Attendez que d'autres la fassent et que vous vérifiez qu'il n'y ait pas de problème. Vous n'êtes pas pressé de faire une mise à jour, donc quand il y a une nouvelle mise à jour, en sachant que chaque mise à jour peut mettre à risque votre wallet, bah, vous attendez 3 à 6 mois, et s'il n'y a pas de souci sur Internet, à ce moment-là, vous mettez à jour cette mise à jour seulement. Et enfin, pour finir, donc MetaMask. Alors, on m'a demandé quelle est la sécurité de MetaMask. Bah, pour moi, elle est assez pauvre dans le sens où, premièrement, MetaMask, c'est un plugin de navigateur qui s'installe sur une machine online. Donc, ma recommandation, c'est que vous installez MetaMask online. Et ensuite, si possible, j'ai pas essayé, mais si possible, vous faites la création et la génération du wallet et vous récupérez vos mots-clés sur papier. Vous faites ça réseau débranché. Vous coupez le Wi-Fi ou vous débranchez le câble, vous créez le wallet, vous le récupérez sur papier, vous validez et une fois que vous êtes sur l'appli, vous vous reconnectez à Internet. Déjà ça, ce sera un peu mieux. Parce que sinon, ça veut dire que vos mots-clés sont là visibles devant vous et votre ordinateur est connecté à Internet. C'est pas terrible. Qu'est-ce que je pense de la sécurité de MetaMask? Donc, il y a un mot de passe. Donc, forcément, c'est que votre clé privée ou vos mots-clés, mais probablement votre clé privée seulement, est cryptée avec votre mot de passe et elle est disponible dans toute session MetaMask ouverte. Et donc, ça veut dire que votre clé privée existe constamment sur votre ordinateur, cryptée par votre mot de passe, certes, mais ça existe quand même et ça traîne là. Du coup, quand vous vous connectez à MetaMask, vous voyez, c'est MetaMask, je l'ai ici en plugin, quand vous vous connectez à MetaMask, il vous demande votre mot de passe qui lui permet d'accéder à votre clé privée et d'avoir accès à votre wallet. Là aussi, si vous avez un sniffer de clavier, vous tapez votre mot de passe à chaque fois pour vous connecter à MetaMask. Donc le sniffer va enregistrer le mot de passe. Si effectivement il n'a pas la clé privée, il n'en fera rien, mais s'il a la clé privée aussi, il peut la décoder et prendre le contrôle. Donc MetaMask, c'est un bon wallet, mais la plupart du temps, c'est un plugin Chrome. Donc tout est là sur votre ordinateur en ligne, stocké de manière cryptée, plus ou moins bien cryptée, on ne sait pas trop. Et puis finalement, on ne sait pas vraiment le code qu'il y a derrière, à quelle fréquence il est mis à jour, et si quelqu'un peut amener une mise à jour qui sort votre clé privée. Tout ça, ça en fait un wallet pour moi qui est très bien pour faire des petites manipulations, mais pas pour stocker beaucoup d'argent, parce que ça reste un wallet à risque, comme tout wallet applicatif, qu'il soit sur mobile ou PC. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous allez pouvoir faire plus attention. J'en ai marre de voir des gens se faire arnaquer ou de se faire siphonner les wallets, ça me fait mal au cœur. Je suis désolé d'avoir eu à faire une vidéo si longue, juste parce qu'il y a des hackers partout et des arnaqueurs partout, ça me bouffe l'esprit aussi. Mais je sais aussi que c'est des écervelés pour la plupart, et qu'ils comptent juste sur votre erreur humaine, alors s'il vous plaît, n'en faites plus. Faites attention à tout. Faire attention à tout, c'est pas très compliqué, c'est juste une habitude à prendre. Mais prenez-la, c'est important, c'est votre argent. Allez, du coup, portez-vous bien, protégez votre argent, et moi je vous dis à très vite.